Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission AQC TV Live, la web émission de l'agence Qualité Construction. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Aujourd'hui, comme d'habitude, 2 sujets au sommaire. Tout d'abord, on va parler de pathologie et des éléments d'ouvrage les plus pathogènes. Et puis ensuite, de la gestion de l'humidité des matériaux biosourcés en phase chantier. Ce sujet humidité, d'ailleurs, c'est vous qui l'avez choisi sur nos réseaux sociaux. Merci d'être toujours aussi actifs. Voilà, eh bien on est ensemble pour 30 minutes. Jingle. Alors pour introduire notre premier sujet, il faut rappeler que l'agence Qualité Construction dispose d'un observatoire de la qualité de la construction qui comprend 4 dispositifs d'observation des pathologies. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 d'entre eux à travers des désordres concrets qu'ils ont identifiés. Et pour cela, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Labatte. Catherine, bienvenue, bonjour. Bonjour Gaëlle. Vous êtes experte construction au sein du groupe XI Cabinet Neoxa, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous êtes aussi présidente de la commission observation de l'AQC. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots votre rôle? Alors, en tant que présidente, j'anime cette commission observation dont le rôle est de définir les pathologies les plus récurrentes et améliorer la qualité de la construction. Très bien. Donc, j'ai parlé de 4 dispositifs, Catherine. Le premier, c'est le dispositif SICODES. En gros, il collecte les données fournies par les rapports des experts appelés par les assureurs lors de la mise en œuvre de l'assurance dommage-ouvrage. Et son but, c'est d'identifier et de quantifier les pathologies de nature décennale les plus récurrentes et les plus coûteuses. C'est bien ça à peu près? Tout à fait. Ok. Et donc tous les ans, l'AQC publie un rapport issu de son observatoire. Donc voici le dernier, celui de 2022, et un flop 10. C'est quoi le flop 10, Catherine? Alors le flop 10, en fait, c'est la présentation des éléments d'ouvrage qui sont les plus sinistrés, que ce soit en nombre d'effectifs ou en coût de réparation. Très bien. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Maintenant, Catherine, quels sont les points qui ressortent le plus dans ce flop 10 2022? Et on commence par la maison individuelle. Alors, la maison individuelle, moi, je retiens principalement l'élément d'ouvrage fondation superficielle qui est en train de s'améliorer au fur et à mesure des années. C'est une bonne chose. Parce qu'il y a quelques années, c'était quand même une pathologie qui était très fréquente et très coûteuse. Aujourd'hui, en nombre d'effectifs, donc on est en dessous du flop 10, c'est-à-dire qu'on est à moins des 10 premières pathologies. Mais par contre, en coût de sinistre, on reste encore en 2e place, ce qui montre que c'est quand même des sinistres qui coûtent très très cher. Donc, des évolutions récentes dans la réglementation vont encore améliorer, commencent et vont continuer à améliorer la résorption de cette pathologie, notamment la loi Elan, qui date de 2018 et ses décrets d'application de 2019 et 2020, qui a mis l'accent sur le risque de retrait-gonflement des argiles et notamment l'information des acquéreurs d'un terrain et des constructeurs de maisons aussi sur un terrain identifié comme à risque moyen à fort. Voilà. Et il y a eu aussi une révision du DTU Fondation Superficielle. Le DTU, c'est document technique unifié, ce sont les règles professionnelles, qui rend obligatoire l'étude de sol, donc préalablement à la réalisation des fondations. Et l'AQC et ses membres et ses partenaires ont œuvré depuis des années justement à cette obligation en fait d'étude de sol et donc on est très très heureux de voir effectivement aujourd'hui l'aboutissement et de voir effectivement que ça commence à baisser de façon un peu significative. Tout à fait. On continue Catherine, la même question mais pour les logements collectifs cette fois. Alors les logements collectifs, moi je retiendrai cette année les toitures terrasses. Ouais. Donc les toitures terrasses sont extrêmement détaillées dans la nomenclature SICODES et on voit qu'elles apparaissent 2 fois dans le flop 10 en 4e et 8e place. Donc il s'agit toujours de toitures terrasses non accessibles, mais soit avec isolant et soit protection rapportée, soit autoprotégée. Protection rapportée, c'est généralement des graviers. Donc si on cumule ces 2 toitures terrasses non accessibles, on se retrouve avec une fréquence de 11% et on se retrouve premier du flop 10, ce qui n'est pas négligeable, et on se retrouve second au niveau des coûts de réparation. Alors généralement, les toitures terrasses, il s'en fait
beaucoup dans le collectif. Les désordres sont, on va dire, plutôt localisés, principalement au niveau des relevés, puisqu'une toiture terrasse est donc un élément horizontal avec des relevés qui se décollent et l'eau qui passe derrière. Ou alors des problèmes de collage au niveau des évacuations pluviales, et là, donc de l'eau qui passe aussi sous le complexe d'étanchéité. Il peut y avoir des pathologies, par contre, plus importantes qui nécessitent le remplacement complet du complexe d'étanchéité quand on a des problèmes de collage d'isolants qui ensuite vont bouger et donc faire des plis ou arracher l'étanchéité. Eh bien, justement, Catherine et chers internautes, je vous propose de regarder ensemble un reportage chantier sur une rénovation de toiture terrasse. Ça se passe à Bagneux, en région parisienne. Notre ouvrage, c'est une réhabilitation énergétique d'une résidence d'un bailleur social de 1500 m² de toiture terrasse végétalisée répartie sur 3 bâtiments. Nous avons profité avec cette rénovation pour augmenter la résistance thermique de ce bâtiment. Dans un premier temps, nous avons à faire l'arrachage du complexe d'étanchéité, l'existant. Nous avons cherché le porteur support c'est un support en béton. Ensuite, on doit le traiter, on traite toutes les fissures et tous les points singuliers. Après le traitement du support, on pose le pare-vapeur et puis on met en œuvre les bancs d'équerre de pare-vapeur pour renforcer les coins de l'accrotaire. Et puis on pose l'isolant. Donc après l'isolant, on pose une première couche d'étanchéité. Et on la soude sur une jonction de 6 à 10 cm. Et puis on pose une équerre aussi de renfort pour renforcer la première couche et l'adhérer à l'accrotaire. Derrière, on vient poser la deuxième couche qui est une couche en terracine qui va recevoir la végétalisation. Donc après ça, on pose le relevé sur accrotaire qui est d'une norme de 15 cm au-dessus de la protection. Avant de poser le substrat pour la végétalisation, on va poser un danodrin jardin qui va faire office d'une rétention d'eau pour la végétalisation. En dessus du drap, on posera un géotextile et puis on posera la végétalisation, c'est du substrat, on va planter des plantes. Le chantier a été traité en lot complet, étanchéité et végétalisation. Après, on a des points singuliers qui sont les ventilations primaires, les sorties de ventilation, les VMC et les joints de dilatation. Donc on les traite soigneusement. Retour sur le plateau AQCTV Live, on est en compagnie de Catherine Labatte. Catherine, après les maisons individuelles et les logements collectifs, qu'est-ce qu'on peut dire sur les locaux d'activité, c'est-à-dire en gros le tertiaire, l'industriel et puis les commerces? Alors moi je retiendrai pour les locaux d'activité ce qu'on appelle fenêtres et porte-fenêtres, mais qui regroupe également les murs rideaux vitrés, enfin toutes les surfaces vitrées. Donc qui se retrouvent premier du flop 10 en nombre de sinistres et deuxième du flop 10 en coût de réparation. Donc c'est une pathologie qui est importante. Donc elle a plusieurs origines. Donc c'est l'augmentation justement des surfaces vitrées avec la mise en place de murs rideaux sur des bâtiments de plus en plus, on va dire, simples ou petits, et l'accessibilité PMR, qui en fait maintenant limite les hauteurs de seuil à 2 cm, et donc quand on a 2 cm au niveau d'une porte d'entrée, c'est plus difficile de réaliser une étanchéité correcte au niveau de la porte. Et les éléments, donc tout ce qui est murs rideaux, c'est les passages d'air, les passages d'eau, et éventuellement, dans le pire des cas, des chutes d'éléments vitrés. Ok, très bien Catherine. Alors, on vient de parler de SICODES et de toutes les données collectées. L'AQC vient de créer un site internet, SICODES, qui rend justement public toutes ces données et qui permet de visualiser donc les données clés des pathologies récurrentes de la construction et leurs coûts en France par région et par période depuis 2000. Donc ce site finalement permet à vous professionnels du bâtiment d'avoir l'image la plus fiable et la plus précise de la sinistralité en France à un instant T, puisque ces données sont actualisées au quotidien par l'AQC. Donc vous allez y trouver des infos donc, sur le flop 10 dont on vient de parler, les 10 éléments d'ouvrage les plus sinistrés, sur le coût moyen de réparation de chaque élément d'ouvrage,
sur la sinistralité entre les régions et puis bien d'autres informations. Donc si vous le voulez bien, on regarde ensemble une très courte vidéo de présentation du site Sicodes. De retour sur le plateau AQCTV Live, toujours avec Catherine Labatte. Catherine, on va parler du deuxième dispositif, le dispositif Alerte. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est ce dispositif Alerte et quels risques surtout il a identifié? Alors, le dispositif Alerte est en fait un dispositif qui est enclenché par les experts construction lorsqu'ils réalisent leurs expertises dommages-ouvrages et il sert à identifier les sinistres sériels ou potentiellement sériels. Très bien. Et donc là, quel est le sinistre potentiellement sériel qu'il a identifié? Alors, l'alerte qui est ressortie, c'est les risques de chute de volets coulissants. Plus particulièrement, une communication prochainement va être faite sur les volets coulissants pliants qui présentent là des risques de chute liés principalement à des problèmes de mise en œuvre ou une limitation en fait de leur capacité à des vents de 60 km/h, ce qui est quand même en France métropolitaine, ces vents sont atteints assez fréquemment. Donc il y a une réelle problématique et il y a un groupe de travail qui va être lancé de façon plus générale sur les éléments rapportés en façade, que ce soit les volets coulissants, les volets pliants, les pare-soleil, les brise-soleil. Et ce groupe de travail est en train de travailler donc au sein de l'AQC pour connaître les origines des problématiques et définir des solutions pour qu'elles ne se présentent plus. D'accord. Voilà. Le risque est important parce que non seulement c'est des défauts de fonctionnement des volets, mais c'est aussi des risques de chute avec de sécurité pour les passants en fait. Voilà. Tout à fait. Oui. Ok. Et enfin, Catherine, du coup, pouvez-vous nous parler du troisième dispositif Vigirisque et des risques identifiés avec les planchers bois? Alors, le dispositif Vigirisque, excusez-moi. Donc, alerte, on a un sinistre qui est identifié potentiellement sériel. Vigirisque, on anticipe le sinistre. Il n'y a pas encore de sinistre, mais on cherche à savoir quelle pourrait être la problématique ou le sinistre futur lié à par exemple, des modifications réglementaires. Donc l'AQC a travaillé sur l'enfermement d'humidité dans des planchers bois. Donc c'est sur un petit collectif, l'information est revenue d'un cas concret, un collectif qui 2 ans après sa construction en fait a présenté des problèmes de pourrissement de plancher parce que l'humidité qui avait été prise par les éléments en bois avait été enfermée par vapeur au-dessus et au-dessous du plancher jusqu'à la pourriture du plancher. On parle même éventuellement d'un risque de démolition, donc c'est un point sur lequel il faut être vigilant et il faudra être vigilant. Tout à fait. Merci Catherine. Donc du coup, tout ce que vous venez de dire et d'autres informations encore sont dans le rapport de l'Observatoire 2022. Tout y est analysé à dire d'experts. Vous pouvez le télécharger sur notre site internet. Le lien pour accéder au rapport et au nouveau site Sicodes sont écrits dans les commentaires de la vidéo. Donc merci beaucoup Catherine Labatte de votre présence. Et nous, on enchaîne avec notre mini-chronique habituelle sur la revue Qualité Construction avec notre rédactrice en chef Christine Brambilla aux manettes. Vous savez que tous les 2 mois, vous avez accès à un article en libre téléchargement que vous pouvez lire gratuitement. Je vous laisse découvrir lequel. Notre dernier numéro de la revue Qualité Construction vient de paraître. Au sommaire notamment, un article sur la contribution du sous-sol au développement urbain, un focus sur la performance énergétique des bâtiments et la responsabilité juridique des constructeurs, un point sur les solutions de traitement et de stockage des eaux grises et des eaux pluviales,
Et enfin, un sujet sur les règles professionnelles relatives à la mise en œuvre des chapes fluides à base de ciment ou de sulfate de calcium. Nous vous proposons en lecture gratuite sur notre site internet l'article sur les feuillus et les pistes pour mieux les exploiter dans les projets de construction. Ces essences, qui constituent les 2/3 de nos ressources forestières, peuvent être utilisées reconstituées pour répondre à la fois à des enjeux structurels, mais aussi pour contourner les défauts des bois récoltés. On peut ainsi obtenir de plus grandes sections et franchir des portées plus importantes sans poteaux. Vous pouvez retrouver toutes nos offres d'abonnement à la revue sur notre site internet qualitéconstruction.com. Notre deuxième sujet, celui que vous avez choisi, c'est la gestion de l'humidité des matériaux biosourcés en phase chantier. Et pour en parler sur le plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Rodolphe Mauffron. Rodolphe, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes responsable technique charpente construction bois à l'Union des métiers du bois de la FFB, la Fédération française du bâtiment. C'est ça. Et à vos côtés, Clément Quinault. Bonjour Clément, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes responsable des affaires techniques à l'UICB, l'Union des industriels et constructeurs bois et biosourcés. Tout à fait. Alors déjà, tout d'abord, pouvez-vous nous présenter le CODIFAB, le Comité professionnel de développement des industries françaises de l'ameublement et du bois, puisque c'est ça, ce titre finalement que vous intervenez aujourd'hui. C'est ça. Le CODIFAB, c'est l'organisme qui collecte la taxe affectée auprès des entreprises qui fabriquent des ouvrages en bois. Donc les charpentiers, les menuisiers, les industriels de la filière bois. Et donc cette petite taxe génère un budget intéressant chaque année qui permet de financer des études de recherche, de communication pour la filière bois au bénéfice des entreprises qui ont donc reversé cette taxe. Très bien, merci Rodolphe. Clément, première question pour poser le contexte. Quels sont les effets de l'eau sur le bois ? Oui, merci. Alors, pour moi, il ne faut pas parler à tout prix des effets de l'eau, mais plus des effets de l'humidification. Bon, ce n'est pas forcément l'eau liquide, ça peut être l'eau et l'air ambiant qui peut suffire à faire augmenter l'humidité du bois. Il y a 3 effets principaux. L'effet auquel on pense tous, c'est un effet lié à une humidification extrême et prolongée qui va amener un développement fongique et donc potentiellement une dégradation du bois. Mais celui-là, il arrive que très très rarement et il ne se retrouve quasiment jamais en phase chantier. Après, l'effet le plus courant et celui qui est directement visible, c'est l'effet esthétique avec des coulures, des décolorations qui peuvent amener, si le bois est laissé visible par la suite, bien entendu des désagréments visuels pour les ouvrages. Et le troisième, c'est le retrait et gonflement du bois qui, de par ses variations d'humidité, va changer et va avoir des variations dimensionnelles qui vont amener potentiellement des différences de tassement dans l'ouvrage et peut-être des dégradations si les assemblages ne sont pas gérés correctement. Mais surtout, le bois, en fait, il faut bien comprendre qu'on peut l'exposer temporairement aux intempéries du moment qu'on contrôle l'humidité, on en parlera après, et qu'on s'assure qu'il ressèche pendant la durée de vie de l'ouvrage et avant de l'enfermer avec les revêtements extérieurs et les revêtements intérieurs. L'eau est un problème seulement si elle est prolongée. Ça, c'est important de souligner, on en reviendra tout à l'heure, effectivement. Rodolphe, donc une autre question un peu générale. Quelle est la stratégie globale à mettre en place en phase chantier, justement pour maîtriser cette humidité ? Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est cette notion de stratégie globale. Et c'est le premier enseignement du guide qui a été publié par le CODIFAB. Donc, c'est d'expliquer que sur un chantier, en fait, tous les acteurs sont un peu responsables de cette gestion de l'humidité. Et il n'appartient pas qu'aux charpentiers de gérer ça tout seul. Et donc, la maîtrise d'ouvrage a un rôle, la maîtrise d'œuvre en a un aussi, et les autres corps d'État qui interviennent aux côtés du lot bois ont un rôle à jouer. Donc ça, c'est très important et chacun a une petite part de responsabilité. Eh bien, justement, Rodolphe, Clément et vous, chers internautes, je vous propose d'aller voir concrètement un chantier biosourcé au village des athlètes de Paris 2024. On regarde. Alors pour ICAD, la gestion de l'humidité en phase chantier s'inscrit dans une logique globale de maîtrise des risques, plus globalement que nous devons supporter par rapport à toute la problématique d'innovation en lien avec la mixité des matériaux et les nouveaux modes constructifs. ICAD s'inscrit aujourd'hui dans une trajectoire 1,5 degré et dans ce cadre-là, nous modifions nos systèmes constructifs. Nous allons de plus en plus intégrer des matériaux biosourcés, des matériaux géosourcés et donc nous allons devoir gérer en fait, au-delà des problématiques habituelles
d'humidité liée aux problématiques de structure bois notamment, qui sont traitées dans le guide du Codifab actuellement. D'autres problématiques qui sont des problématiques plus d'enveloppe et de transfert d'humidité pendant la phase de chantier, qui est une phase dans laquelle les bâtiments ne sont pas ventilés mécaniquement. Et donc cette problématique-là nous amène à avoir développé dans le cadre des JO un PAQ particulier, vu qu'on a dû développer des ATEX sur l'ensemble de nos façades qui sont des FOB et non pas des MOB. Et cette problématique est émergente aujourd'hui dans la filière bois parce qu'on a un changement d'échelle. On passe de murs ossature bois, historiquement, donc des maisons individuelles, des petits collectifs, des chantiers relativement rapides, à des chantiers comme nous sommes aujourd'hui ici sur le dossier du village des athlètes, un très grand chantier avec 12 plots et donc avec énormément de volume et de temps de chantier et donc des risques à mi-saison d'inversion de flux de vapeur dans les parois. Dans le cadre des ATEX, ce qui nous a été demandé au niveau du PAQ, c'est d'instrumenter les murs. Déjà, pour bien comprendre ce qui se passe en termes de transfert de vapeur dans les murs et du coup de bien comprendre à partir de quel moment on est à risque sur la mise en œuvre des isolants. Sachant que la particularité de notre projet, c'est qu'on a mis en œuvre des isolants de type biosourcé, laine de bois, avec deux catégories de laine de bois, des laines de bois contenant des biocides et d'autres ne comportant pas de biocides, donc plus sensibles encore au développement fongique, surfacique, à l'interface entre le pare-vapeur et cet isolant biosourcé. Donc il s'avère aujourd'hui que quand on mesure finalement en temps réel l'humidité dans les murs, par un dispositif d'environ 6 capteurs par façade, on est en capacité de voir quelle est la courbe d'évolution d'humidité et de température dans les murs. Et de mettre en place tout un protocole qui a été établi par Socotec et qui, dans le cadre de l'héritage, sera remis à Solideo, sera remis à la filière bois via France Bois 2024 et sera additionné donc aux bonnes pratiques habituelles qui sont déjà dans le guide Codifab. De retour sur le plateau avec Rodolphe Monfron et Clément Quinault. Rodolphe, quelles sont les principales mesures préventives pour une construction biosourcée? Alors, c'est les mesures qui doivent être anticipées au niveau de la fabrication, la conception d'abord, la fabrication et la mise en œuvre. Au moment de la conception, on va essayer de réfléchir à des ouvrages qui seront autoprotégés entre guillemets avec des niveaux de préfabrication différents. Et après, à la fabrication et au stockage, on va faire extrêmement attention à ce qu'il n'y ait pas de reprise d'humidité pendant le stockage, ce qui serait quand même dommage. Et sur la partie mise en œuvre, on va prévoir des protections provisoires sur certaines parties d'ouvrage. Il n'y a pas besoin de tout protéger, mais il y a des points qui sont plus sensibles que d'autres. Et donc, on va envisager des protections provisoires ou qui peuvent être définitives et rester à l'issue du chantier. Ok. Et dans la foulée, Clément, quels sont les principaux moyens de contrôle? Alors, il existe deux principaux moyens de contrôle en fonction du type de matériau. Tous les éléments qui vont être dits bois massif, donc bois massif, bois lamellé collé, bois CLT ou associés, ceux-là, on les contrôle à l'aide d'un humidimètre à pointe qui permet de contrôler l'humidité à cœur du matériau. Il ne faut surtout pas, il faut limiter l'utilisation d'humidimètres à plaque qui prennent uniquement l'humidité de surface et qui ne sont pas du tout représentatifs de la durée de vie, de la vie du matériau. Et enfin, pour les panneaux à base de bois, aujourd'hui, il n'y a qu'une méthode qui existe, qui est sur le contrôle de la variation de l'humidité, de la variation d'épaisseur, qui justement va permettre de déterminer en fonction du gonflement du panneau quelle humidité il a pris. Très bien, c'est très clair. Je vous propose de regarder ensemble une autre petite vidéo pour avoir la vision du contrôleur technique. En l'occurrence, il s'agit de Socotec qui est intervenu sur le village des athlètes de Paris 2024. On regarde ensemble. Dans le cadre des projets de construction, nous avons de plus en plus affaire à des opérations en structure bois, en isolant biosourcé. Ces matériaux sont évidemment des matériaux sensibles qui sont hygroscopiques et hydrophiles, donc qui sont sensibles à l'humidité de l'air ambiant et qui absorbent l'eau liquide. Ces opérations-là, elles sont conçues pour pouvoir garantir une pérennité des ouvrages en phase d'exploitation. En revanche, en phase chantier, évidemment, il y a beaucoup de dispositions à prendre pour ne pas avoir de problématiques. Donc aujourd'hui, les missions de contrôle technique classiques ne couvrent pas cette phase provisoire et cette phase chantier. Et l'assurance décennale également ne couvre pas ces risques associés. Donc dans le cadre de l'opération du village olympique, nous avons eu une mission
en dehors de notre mission de contrôle technique, de suivi. Donc principalement 2 phases. Une première phase qui est une protection des intempéries. Donc ils vont prendre en compte beaucoup de dispositions en amont pour protéger les périphéries des intempéries. Et puis par exemple une gestion des joints entre les dalles CLT de façon à pouvoir contenir au maximum les difficultés rencontrées en présence d'eau. Ensuite, la deuxième partie de notre mission a consisté à mettre en place un plan d'assurance qualité sur 3 niveaux, en fonction principalement du risque associé au sein des parois préfa. Nous avons défini 3 niveaux d'alerte en fonction du taux d'humidité et de la durée d'exposition. Donc le premier niveau avec un taux défini qui consiste à ouvrir les locaux de façon à aérer un maximum et évacuer l'humidité. Le deuxième niveau qui consiste à ouvrir les parois pour évacuer très fortement l'humidité emmagasinée. Et puis également un troisième niveau dans lequel, pour inverser les flux, la mise en place d'un chauffage intérieur pour pouvoir garantir cette évacuation-là. Retour sur le plateau. Rodolphe, maintenant, quelles sont les principales mesures correctives pour gérer justement donc cette humidité d'une construction biosourcée en phase chantier? La première mesure, c'est le séchage naturel. Et puis après, si ça ne suffit pas, il y a d'autres mesures qui peuvent être mises en application, comme ouvrir les murs ossature bois, aérer, une ventilation forcée. Mais tout ça doit s'accompagner effectivement de relevés de mesures qui doivent être bien cadrés dans un plan d'assurance qualité. Tout à fait. Et enfin, donc du coup, Clément, une dernière question pour vous. Quels sont les travaux en cours sur le sujet? Alors, il y en a un déjà, je l'ai déjà globalement abordé, c'est sur la mesure de l'humidité des panneaux. Je le disais, c'est une mesure par carottage de variation de l'humidité. On essaye, en tout cas on travaille avec le Codifab et toutes ces OP pour trouver des méthodes qui soient plus faciles et qui permettent d'être non destructives pour mesurer l'humidité des panneaux. Et on est aussi en train de réfléchir dans le cadre de la Solidéo et des JO pour peut-être une mise à jour du guide de gestion de l'humidité en phase chantier pour mieux prendre en compte la préfabrication et contrôler l'humidité des murs qui sont déjà fermés en usine. Très bien. Bien, écoutez, merci beaucoup Rodolphe Mauffron et Clément Quinault pour votre présence et d'avoir répondu à toutes ces questions sur ce sujet qui est très important. Donc nous, notre dernière rubrique, c'est maintenant, c'est la minute membre AQC. À chaque émission, nous accueillons un membre de l'AQC. Aujourd'hui, nous accueillons le caustique. On est ravis d'accueillir aujourd'hui le caustique sur notre plateau et ravis d'accueillir Serge Aouizé. Bonjour Serge, bienvenue. Bonjour Yael. Vous êtes directeur général du caustique. Tout à fait. Serge, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots ce qu'est le caustique et qu'est-ce qui est à l'origine de ce centre? Oui, alors le caustique, c'est le comité scientifique et technique des industries climatiques, qui est une ancienne institution, puisqu'il a été créé en 1906, à l'origine en tant que société savante, donc plutôt des industriels poseurs de matériel qui se sont réunis sur la place parisienne en se disant on fait tous des erreurs de chacun de notre côté, partageons notre savoir de façon à ce que chacun effectivement progresse. Et donc c'est comme ça que le caustique est né en 1906. Du coup avec un ADN fort en fait de partage de savoir, puisque ça c'est vraiment l'origine de la création et qui existe toujours encore aujourd'hui. L'objectif c'est de partager le savoir. Deuxième question Serge, comment s'inscrivent les missions du caustique dans la qualité des constructions? Alors, dans la qualité des constructions, nous on va mener beaucoup d'études liées aux aspects techniques. Mais on va essayer aussi travailler sur le bon fonctionnement et la pérennité des installations. Et ça, c'est un axe qui n'est pas forcément toujours perçu en fait en tant que tel. Il ne s'agit pas de bien construire correctement, il s'agit également que l'installation assure un bon fonctionnement et une bonne pérennité d'usage. Et ça, effectivement, c'est à travers ces travaux où le caustique écrit beaucoup de guides, fait de la formation en fait, de différents acteurs et va accompagner en fait, les acteurs du génie climatique, plutôt pour notre partie, pour améliorer les prestations qu'ils peuvent rendre au niveau de la construction. Parlons un petit peu d'actualité. C'est quoi l'actualité du caustique ? C'est quoi les dernières actions que vous avez pu porter ou vous portez actuellement?
Nous, on est très présents sur la rénovation des bâtiments. On a toujours eu un axe de consommation réelle des bâtiments, avant de parler de consommation conventionnelle, en fait. Donc, on est plutôt sur des bâtiments existants, plutôt sur de la consommation en usage réel des bâtiments. Et donc, du coup, les sujets, c'est rénovation, effectivement, des bâtiments. Un gros sujet actuellement, c'est la mise en place du décret tertiaire. Qui a un impact très fort en fait sur le bâtiment, avec beaucoup de changements dans la profession, puisqu'on a une réglementation, on en parlait tout à l'heure, sur un objectif de résultat, ce qui change complètement la façon de voir les choses, puisqu'il va falloir améliorer les consommations en kilowattheure et donc en coût en fait pour les usagers, avec un objectif dès 2030 de faire moins 40% d'économie d'énergie, donc ce qui est un palier très, très fort. Et donc là, il va falloir accompagner évidemment toute la filière à cette partie-là, à ce changement de paradigme par rapport à des réglementations qu'on connaît depuis des années, qui touchent le neuf, où on est sur de la consommation qu'on essaie de prévoir avec des logiques de consommation conventionnelles. Et là, on voit bien que ces outils-là ne peuvent plus convenir en fait, pour l'application du décret tertiaire. Donc, un gros sujet à venir en fait, sur le décret tertiaire. À l'AQC, vous savez qu'on est très axé pathologie. Quels axes de travail voyez-vous, Serge, dans votre domaine pour éviter des pathologies spécifiques ? Alors, il y en a beaucoup. On peut citer, aujourd'hui, on voit le développement de produits de plus en plus complexes. Qui dit produit complexe dit, nous on s'intéresse à la durée de vie en fait du bâtiment. Le poser en neuf c'est une chose, le système peut être très performant une fois posé. La question c'est, nous on est sur des équipements qui nécessitent de la maintenance au cours de leur vie de fonctionnement. Et plus le système est complexe, plus on imagine que ça va être compliqué pour les acteurs. Et donc ça, effectivement, c'est des grosses sources d'inquiétude pour nous. Alors, on est sur de la pathologie, vous voyez, de fonctionnement, en fait, que de la pathologie de construction. Mais avec tous ces systèmes, les termes hybrides en fait, qui sont très à la mode aujourd'hui, impliquent en fait qu'on va mettre des chaudières avec des pompes à chaleur, ajouter éventuellement du solaire, ajouter de la production de chaude sanitaire, tout ça dans un environnement le plus petit possible, de façon que ça prenne le moins de place. Sauf que derrière, qui va être capable d'intervenir sur ces équipements-là, qui va être capable déjà de les mettre en service, mais ensuite d'intervenir en fait, pour faire des opérations de maintenance dessus. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent, et d'où l'importance des travaux où on va déjà beaucoup travailler sur des règles de conception et de mise en œuvre, déjà pour au moins éviter que ces produits soient mal installés, mais il y a quand même encore un gros sujet côté maintenance. Et du coup, comment s'articulent vos travaux avec ceux de l'AQC ? Alors, avec l'AQC, en fait, on a deux programmes, en fait, essentiellement. Le programme Sereine, en fait, alors vous allez retrouver un peu des paroles que j'ai pu prononcer, en fait, où là, on est sur un programme dont l'objectif est d'arriver à mesurer la performance énergétique d'un bâtiment et donc des équipements, effectivement, par la suite. Donc nous, évidemment, dans cette partie-là, on s'occupe que des équipements. Donc ça, c'est déjà un programme qui a déjà beaucoup avancé. Ce qui se fait actuellement, en fait, ça va être une phase d'expérimentation de terrain, c'est-à-dire vraiment mettre en pratique cette méthode sur des vrais bâtiments et d'étendre aussi cette partie-là au logement collectif. Pour le moment, on avait traité plutôt la maison individuelle. Donc il y a cette partie, effectivement, en logement collectif à traiter. Et puis le deuxième programme, c'est le programme Profil, avec une continuité en fait de ce programme, avec encore de nouveaux travaux de recommandations, de guides techniques, de calepins de chantier, d'applications qui permettent en fait aux professionnels d'améliorer leurs prestations et donc de réduire la pathologie effectivement. Donc c'est sur ces programmes-là qu'on travaille essentiellement avec l'AQC. Très bien, merci Serge. Et une dernière question, qu'est-ce qu'apporte l'AQC ou qu'est-ce que peut apporter l'AQC à vos professionnels ?
Alors, l'AQC a toujours un regard lié à la pathologie, qui n'est pas un regard toujours facile pour les professionnels, parce qu'effectivement, on a toujours tendance à se dire, on voit ce qui ne marche pas bien, mais à côté, effectivement, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent bien. Mais l'AQC apporte ce regard statistique et dialogue avec toute la filière. Et ça, c'est un élément important. Et il y a des valeurs qu'on partage beaucoup, des valeurs de neutralité, des valeurs d'indépendance, des valeurs de déontologie. Et ça, ce sont des valeurs effectivement qu'on partage bien avec le caustique. Et c'est ce qui fait que l'AQC en fait a un bon rôle en fait à jouer en tant qu'acteur vers la filière et pas seulement effectivement les installateurs, mais l'ensemble de la filière, aussi bien constructeurs que installateurs que mainteneurs. Merci beaucoup Serge Aouizé, donc directeur général du caustique. Merci pour votre présence et puis merci pour la collaboration soutenue du caustique avec l'AQC. Merci, c'est un plaisir. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la visionner ainsi que les précédentes sur notre chaîne AQC TV sur YouTube. Tous les liens utiles sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à partager notre replay autour de vous. Merci à tous ceux qui ont œuvré en interne à cette émission. Merci à Nawel Kajeyou, merci à Eve Hang, merci à Richard Audibert et Mathias Giuliani à la technique. Merci également à Christelle Ebner, Virginie Merlin, Julien Herbert pour la partie chantier. Vous voyez, c'est un gros travail d'équipe. Et puis surtout, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On vous donne rendez-vous le 9 décembre pour une prochaine émission AQC TV Live. Je vous souhaite d'ici là un excellent week-end. Merci, à bientôt.